Je me souviens, c'était en 1913. C'est un peu ça. C'était à naissance, il y a 104 ans, d'un des présidents des États-Unis qui a marqué de son passage à la Maison-Blanche dans l'histoire américaine. Je parle de Gerald Ford. Oui. Voilà. Mais alors lui, il a une histoire peu commune, histoire politique, parce qu'il n'est pas rentré, j'allais dire, par la porte comme tout le monde à la Maison-Blanche. Il est rentré par la petite porte, Oui. vous avez raison, Laurent, parce qu'en fait, il n'a jamais été élu. Alors, il a été élu représentant. Il a participé C'est ça, il a eu un mandat quand même. Oui, il a eu un mandat à la Chambre des représentants pendant 26 ans. Et c'est là où le président Nixon va aller le chercher pour qu'il devienne vice-président. Non pas à l'occasion d'une élection, mais justement à l'occasion de la retraite obligée, un peu forcée, anticipée de son vice-président de l'époque. Là, on le voit, regardez comme il est beau et jeune et sportif. Il a toujours adoré le sport, Gerald Ford. Là, on le voit, alors, grand amateur de football américain, mais aussi de boxe, mais aussi entraîneur de natation. Enfin, il a adoré tous les sports. Enfin, nous, on l'a plutôt connu en train de se casser la gueule dans les escaliers en descendant de l'avion. Oui. Excusez-moi, c'était pas très sportif. Il y avait lui et Jimmy Carter qui étaient tous les deux spécialistes son de successeur. prendre les pieds dans le tapis. Mais figurez-vous qu'il a une carrière et une vie incroyable. Quand il voit le jour en 1913, il s'appelle Leslie King. Oui, Tiens. Leslie King. Rien à voir Son avec... nom d'artiste. Alors, presque. Si ce n'est que ses parents se séparent alors qu'il a tout juste 16 jours. Oh. Ils vont divorcer à la fin de l'année 1913, donc il a juste quelques mois. Et il va prendre le nom de son beau-père, puisque sa maman va se remarier, sa maman avec qui il vit, et son beau-père s'appelle Gerald Ford. Il va reprendre ce nom, et ça va devenir son identité réelle, officielle, à partir de l'âge de 22 ans. Je vous propose de regarder des images où on va le découvrir, parce que vous le rappeliez, une carrière complètement folle. D'abord, cette vice-présidence. Donc, c'est d'abord un étudiant, excellent étudiant. Il sort de Yale, il va devenir avocat, il crée son cabinet d'avocat. Mais il est attiré par la politique. Le Parti républicain lui propose plusieurs postes et finalement, c'est à la Chambre des représentants où on le voit là qu'il est élu. Il y sera, je vous le rappelle, pendant 26 ans. Il est élu du Michigan. Le Michigan, c'est tout à fait au nord des États-Unis, près des Grands Lacs. Et c'est là, près de Grand Rapids, qu'il s'installe et qu'il est élu. On le voit ici comme représentant et c'est comme chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants que Nixon va venir le prendre. Pourquoi ? Parce que le vice-président de Richard Nixon, alors qu'il effectue son second mandat, le vice-président qui s'appelle Spiro Agnew, est pris dans la main dans le sac dans une histoire de pot de vin. Obligé de démissionner, il devient donc vice-président. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans après ? C'est au tour de Richard Nixon de tomber dans le piège de la justice, mais un piège évidemment pas attendu contre lui, mais parce qu'il y a eu quelques problèmes avec le Watergate. Et à ce moment-là, le vice-président devient automatiquement président. Voilà pourquoi Gerald Ford devient président des États-Unis. Il prête serment devant le juge de la Cour suprême, alors qu'il n'a jamais été élu ni vice-président, ni président, cas unique dans l'histoire des États-Unis. Alors il se représente au bout de 2 ans de mandat de remplacement de Richard Nixon. Il se présente à l'élection présidentielle et paf, la seule fois où il se présente, il n'est pas élu, on le renvoie chez lui. On le voit ici, il est désigné par les Républicains comme candidat, évidemment, à sa propre succession. Mais finalement, c'est Jimmy Carter, le démocrate, qui va être élu à sa place. Et on voit qu'il monte sur l'estrade. Regardez qui ? Ronald Reagan avec Nancy Reagan, son épouse. Pourquoi ? Parce que lui, il était aussi candidat en même temps que Gerald Ford, non pas à la présidence, mais au ticket républicain. Donc voilà pourquoi il est présent et il sera le futur président des États-Unis. On le sait. Le 38e. Oui, alors lui, tout à fait. Gerald Ford est le 38e. On en est au 45e, un petit repère dans le temps. Et en fait, on a vu des images avec son épouse, Betty Ford, qui était extrêmement populaire, ancien mannequin. Ils se sont rencontrés et épousés. Sans doute à New York, parce que s'il a fait l'université de Yale, c'est dans le Connecticut, c'est sur la côte est. Absolument. Le Michigan n'est pas très loin. Enfin, c'est vrai que les distances sont grandes aux États-Unis, mais voilà, on est quand même sur la partie est du pays. Vous retenez quoi de ce personnage, vous ? Alors, juste son parcours absolument extraordinaire. Ouais. Ça veut dire que quand on est dans une vraie démocratie, tout est possible à tout le monde. Alors évidemment, avec les codes, mais quand même arriver comme président des États-Unis sans jamais être passé par le suffrage universel, je dis chapeau bas à M. Gerald Ford. Né en juillet 1913, un an après, en août 14, c'était la Première Guerre mondiale. Toc. Allez, merci beaucoup, Fred. Madame.
Bonjour, bonjour Seb. Bonjour Laurent. Bon, il y a du lourd aujourd'hui. Oh, il y a de l'actu, ouais. Ouais, il y a de l'actu avec Wimbledon. Alors, il n'y a plus de Français si Non, c'est fini. Il n'y a plus de Français à Wimbledon. Le dernier, c'était Adrian Manarino, hein, mais c'était pas facile pour lui, parce qu'en face, il avait quand même joué du gros. Novak Djokovic, c'est pas n'importe qui. Donc c'est terminé pour les Français, ça je vous confirme. Et puis on connaît aussi les 4 demi-finalistes chez les dames. On voit son image ? Bien sûr. Allez, c'est parti. D'abord, donc, la fin de l'aventure pour ce garçon, effectivement, Adrian Manarino. Le Français, il avait réalisé un beau parcours quand même à Londres. Il a été stoppé net par Novak Djokovic, hein, vous l'avez dit, malgré quelques belles inspirations comme celle-ci. Manarino, 51e mondial, il a subi la loi du Serbe, 4e mondial et tenant du titre. Djokovic qui a maîtrisé le match, victoire en 3-7, 6-2, 7-6. Un vainqueur de Kuznetsova, l'Espagnol a dominé la Russe 6-3, 6-4. Elle file aussi en demi. Et puis, autre qualifiée, Magdalena Rybarikova, ça c'est pas facile. La Slovaque atteint pour la première fois de sa carrière la demi-finale d'un grand chelem à 28 ans. Elle a battu l'américaine Coco Vandeweghe, pas facile non plus, ça 6-3, 6-3. Et jusqu'à présent, elle n'avait jamais dépassé le 3e tour. C'est une sacrée perf pour elle. Et puis, vous allez le voir, grosse déception pour Simona Halep. La Roumaine a perdu gros à Wimbledon. D'abord, elle a perdu son quart de finale contre Johanna Konta, la Britannique, en 3-7, 6-7, 7-6, 6-4. Et puis surtout, elle a perdu la première place mondiale parce que si elle gagnait, elle pouvait décrocher la tête de la WTA. Et bien voilà, c'est raté pour la Roumaine Halep. Dommage. Tour de France, c'était dans le Périgord hier. Exactement. Et les Allemands reviennent. Alors, pour l'instant, c'est du plat. Hein. Y a pas, voilà, on s'observe un peu, on va dire, dans le peloton. 11e étape, donc, hier, effectivement. Ça s'est terminé au sprint, un peu comme souvent cette première semaine. Et ouais, puis, Marcel Kittel, puissance 4 déjà, hein. C'est beaucoup, on va revoir ça aussi, regardez. D'abord cette image de l'Allemand totalement épuisé, voilà, c'est pas anodin un sprint hein, quand même, on souffre. Marcel Kittel déjà vainqueur de 3 sprints dans ce Tour de France, il avait gagné à Liège, il avait gagné à Troyes, il avait gagné à Nuit-Saint-Georges, et bien il a encore mis tout le monde d'accord hier dans les rues de Bergerac, c'est sa 13e victoire dans la Grande Boucle en 5 participations, des stats incroyable. Partout où il y a des spécialités culinaires, il gagne. Ouais, c'est ça, il s'arrête. Voilà, il est gastronome en fait. Lui, c'est Froome, il est toujours en jaune. Et puis aujourd'hui, 11e étape, le programme 203,5 km entre Eymet en Dordogne, Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Et sans doute une étape pour les sprinteurs. En football, vous allez le voir, match de préparation pour l'équipe de France. Féminine, bah oui Laurent, à une semaine du début de l'Euro, les Bleus, elles ont fait match nul hier soir contre la Norvège. Et puis hop, il est beau celui-là. Hein. Voilà, c'est Camille Abili qui a ouvert le score sur cette superbe tête. Comme vous avez apprécié, je vous la remontre. La voici. Hop, une tête millimétrée, donc c'est son 36e but en équipe de France. Égalisation de la Norvège en toute fin de match par Mjelde. Premier match des Bleus dans cet Euro, ce sera contre l'Islande le 18 juillet prochain. Et puis je ne pouvais pas rater cette info quand même ce matin. Vous le reconnaissez, c'est sans doute l'arrivée aujourd'hui de Dani Alves à Paris. Oui, voilà, le latéral droit brésilien. Il évoluait jusqu'à présent à la Juventus de Turin. Avant, il était quand même à Barcelone. C'est un gros coup sur le marché des transferts. Surtout, voilà, c'est un solide renfort pour le PSG, joueur expérimenté, 34 ans. Un gros caractère aussi, Dani Alves. Il paraît qu'il devrait signer normalement cet après-midi au PSG. Bon, il y aura du spectacle au Parc des Princes. Exactement. Un peu de sport auto. Ouais, avec ce raid, vous savez, je vous en ai parlé en début de semaine, ce rallye entre la Russie et la Chine. Oui, jusqu'à Siam. 12 000 km, 2 semaines, donc c'est un sacré défi. Maintenant, c'est Sébastien Loeb qui est le leader de ce rallye. On va voir les images. Le pilote Peugeot qui a pris les commandes au terme de la 4e étape. Le champion du monde des rallyes, l'ancien champion du monde des rallyes n'a connu aucun souci. Il a roulé à son rythme. En revanche, ce n'est pas le cas de l'ancien leader. Vous voyez, lui, ça va un petit peu moins bien pour lui. Forcément, ça va moins bien marcher là. Stéphane Peter-Ancel sur l'autre Peugeot qui a fait une faute. Il a endommagé sa voiture. Du coup, il a perdu du temps et sa première place au général. Allez, pour terminer, direction les Canaries avec une manche du circuit pro de windsurf. L'occasion pour les meilleurs mondiaux de s'affronter avec des vagues du vent XXL. C'est sympa ça, regardez. Joli, hein. Des figures, des sauts incroyables et aussi un air de vacances. Ça donne envie. Je sais pas, vous avez déjà fait du surf comme ça, du windsurf comme ça? Oui, alors pas de cette façon-là, parce que moi j'en fais beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ouais, donc j'arrête de sauter en l'air, je reste sur l'eau. Vous êtes plus calme. Oui, bien sûr. Je rêve. Merci Jean-Seb. On enchaîne avec l'emploi et un petit rappel météo. Oui, vous savez que la semaine dernière, on a eu chaud, très chaud, parfois même trop chaud. Cette semaine, c'est un petit peu le contraire. Il fait presque froid. Pourtant, il y a des environnements où la température doit rester stable. Et ça, figurez-vous que c'est le travail des professionnels du génie climatique. Vous avez tout compris. C'est un univers qui, aujourd'hui, offre des réelles perspectives d'emploi. C'est ce que nous confirme Sophie Pignal. Après 8 années de crise, l'activité du secteur du bâtiment se redresse depuis fin 2015. Elle est principalement tirée par la construction neuve et par les mesures en faveur de la transition énergétique. Pour faire face aux nouvelles exigences thermiques, les industriels du génie climatique renouvellent leur gamme
et travaille sur l'efficacité énergétique. Le génie climatique est un secteur méconnu qui pourtant recrute. Regardons la carte. Le soleil est largement présent sur la grande majorité du territoire. La plupart des emplois proposés par le secteur s'adressent à des techniciens. Ce matin, nous allons mettre en avant 3 entreprises. Clogère, spécialiste du froid et du traitement d'air pour l'agroalimentaire et l'industrie. Dekin, spécialiste de la climatisation et du chauffage. Kram, concepteur de solutions énergétiques destinées à maîtriser les coûts. Depuis sa création en 1971, Clogère assure la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de traitement de l'air pour les entreprises. La société est spécialisée en froid industriel et son savoir-faire est reconnu dans plus de 90 pays. Elle réalise d'ailleurs 46% de son chiffre d'affaires à l'international. Elle recherche actuellement des techniciens en froid industriel sur toute la France, des personnes titulaires d'un BTS ou d'une licence professionnelle en froid industriel et conditionnement d'air. En dehors des compétences techniques, le sens du service, le relationnel sont de réels atouts pour les candidats. Dekin France est la filiale française du groupe japonais Dekin Industries, acteur mondial sur le marché du chauffage, de la réfrigération et du conditionnement d'air. L'entreprise conçoit et fabrique des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation réversibles, de réfrigération, de production d'eau glacée et de traitement de l'air. Alors, elle est actuellement à la recherche de professionnels de la vente, des personnes combinant compétences techniques et compétences commerciales, de techniciens chauffage, de techniciens installateurs. Ces postes s'adressent en priorité à des personnes titulaires d'un Bac+2 en génie thermique ou équivalent. Fondée au Havre en 1958, Kram conçoit et réalise des solutions d'efficacité énergétique personnalisées. La société est en croissance continue depuis sa création. Elle est présente en Normandie, en Île-de-France et en Picardie. Et cette entreprise recrute principalement des techniciens d'exploitation en chauffage ou chauffagistes pour assurer le dépannage des installations, des monteurs en chauffage ou monteurs en génie climatique, des frigoristes, des chargés d'affaires travaux qui sont là pour piloter la réalisation des opérations, et enfin des piscinistes qui travailleront sur les installations de piscines publiques. Vous souhaitez postuler à l'une de ces offres? Eh bien, rendez-vous sur le site de Télématin. Notre partenaire Météo Job vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Oui, information précieuse. Direction Londres, où l'on rejoint Loïc Delamornay pour Sans Frontières. Loïc, bonjour. Sur le pied de guerre, j'allais dire, et c'est de circonstance, puisque vous allez nous parler d'une étude de scientifiques britanniques qui se sont intéressés aux atouts physiques, aux capacités physiques des chevaliers du Moyen-Âge et qui les ont comparés avec ces capacités physiques de nos athlètes d'aujourd'hui. Je suis curieux de savoir ce que ça donne. Oui, bonjour Laurent, c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, on le voit, les Britanniques aiment bien se poser des questions parfois saugrenues, mais en utilisant des moyens très sérieux pour y répondre. Alors on vient de parler de sport et des Jeux Olympiques. Eh bien, une université britannique à Bath s'est demandé quelles étaient les capacités physiques des jouteurs. Vous savez, ces chevaliers du Moyen-Âge qui étaient au galop sur leurs chevaux avec une lance de 3 mètres de long et qui devaient se faire tomber les uns les autres. Alors, un sport de brute, diront certains, oui, mais l'étude a montré qu'en fait, c'était de véritables athlètes de haut niveau puisque l'université a même comparé toutes leurs performances aux joueurs de football de Ligue 1 anglaise qui sont quand même le top et la référence en la matière, et puis même carrément à des pilotes de Formule 1, parce qu'effectivement, il y a des accélérations absolument fantastiques quand on est sur un cheval lancé à 50 km/h, et il faut une sacrée capacité physique, car en plus, vous le savez, ces chevaliers portaient des armures de 40 kg sur le dos. En tout cas, vous allez voir, les résultats sont surprenants. C'était vraiment pas un sport d'amateur, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Laura Calmus. Un chevalier du Moyen-Âge en test dans un laboratoire du 21e siècle. Des solerets, ses chaussures médiévales en guise de basket et une armure de plus de 40 kg. Voici les équipements choisis pour la dernière étude de l'université de Bath. Le but, se pencher sur le niveau d'un jouteur professionnel comme Roy Murray, 1m76, 71 kg et seulement 7,7% de masse graisseuse.
On a mesuré mon endurance, ma force, mon agilité et mon équilibre. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est l'armure, qui rend tout plus difficile. Il est très compliqué, par exemple, de tenir en équilibre. Mes mouvements sont restreints et ma température corporelle augmente rapidement, alors je me fatigue plus vite. Ces efforts lui confèrent des capacités physiques hors normes. Ce joueur a moins de masse graisseuse qu'un footballeur de première ligue. Il a la même endurance qu'un joueur de tennis de haut niveau, la même résistance à l'accélération qu'un pilote de moto qui participerait à un championnat du monde, ou encore une capacité à tenir en équilibre digne d'un acrobate. La joute rend les athlètes compétents dans tous les domaines, que ce soit l'endurance, la force ou la capacité de résistance à la fatigue. Au Royaume-Uni, les combats de joute reviennent à la mode. De nombreux événements sont organisés tout l'été à travers le pays. Et comme les Britanniques savent y faire en matière de mise en scène, Mon nom est Henry Saur et je suis là pour jouter. l'occasion rêvée pour les fans de la série fantastique Game of Thrones de revivre les épisodes façon grandeur nature. Incroyable étude, Loïc, que celle de ces scientifiques, et puis incroyable retour à la mode de ces temps anciens. C'est dû à quoi? Eh bien, vous l'avez entendu dans le reportage, hein, Laurent, c'est vrai qu'il y a eu des films à grand spectacle, et notamment la fameuse série Game of Thrones, qui est très très populaire ici, évidemment, au Royaume-Uni, puisqu'elle est tournée notamment en Irlande du Nord, mais pas seulement, c'est effectivement un sport, hein, la joute, les tournois médiévaux, qui revient beaucoup à la mode, ici au Royaume-Uni, mais également à l'étranger. Et savez-vous que c'est même pas au Royaume-Uni que c'est le sport le plus populaire, c'est aux États-Unis. Il y a carrément l'État du Maryland qui en a fait le sport officiel de l'État. Alors, cet été, effectivement, il va y avoir encore beaucoup de tournois de joute, et ça devient de plus en plus populaire. Et puis surtout, eh bien, les fédérations britanniques de jouteurs sont très célèbres. Il y en a même qui s'appellent les chevaliers de Notre. Eh ben voilà, au revoir Loïc, c'est dommage. Mais on a compris qu'effectivement c'était revenu à la mode et qu'il y avait plusieurs rendez-vous donc avec le Moyen-Âge et avec toutes ces reconstitutions historiques. On passe à la revue de presse, il y a Patrice qui vient d'arriver dans le studio. Comment il va? Très bien. Bonjour Laurent. Patrice Romden, comment ça va? Bonjour à tous. Alors, j'ai rapidement feuilleté les journaux ce matin. Il y a beaucoup de choses. On est mercredi, c'est vrai qu'il y a le canard, mais pas que. Oui, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne savais pas par quoi commencer, oui. ni par quoi terminer. Donc, je vous propose un mur des unes. Comme ça, voilà, je vous livre tout d'un coup. Dedans. Et c'est l'occasion, en fait, de nous demander encore et toujours ce que seraient nos journaux sans photos. Ce seraient de simples feuilles de papier un peu grisonnantes, assez peu attrayantes. D'où cette revue de presse que je vous propose à base de photos. Ça va être l'actu en couleur. Alors, la première photo n'en est pas vraiment une. C'est une capture d'écran. Alors, techniquement, regardez, c'est pas bouleversant, mais vous avez reconnu Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, l'homme qui a hébergé Abaoud, le patron du commando du 13 novembre. Eh bien, on apprend dans le Figaro ce matin qu'il ne sera pas jugé pour terrorisme, mais pour recel de malfaiteurs. Donc, au lieu de risquer 20 ans, il va risquer 3 ans. Et comme ça fait 2 ans qu'il est en cabane, eh bien, il devrait sortir dans 1 an. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Il aura 32 ans et, objectivement, un très, très bel avenir devant lui. Beaucoup de temps. La deuxième photo, c'est celle d'un inconnu du grand public. Le visage est russe, le cœur est français. Sergueï a 32 ans, il est légionnaire. Et demain, au Sénat, le président Larcher lui remettra son décret de naturalisation. On apprend ce matin en lisant le Figaro que 200 légionnaires sont ainsi naturalisés tous les ans. Alors Sergueï, il y a Sergueï, mais il y a aussi le caporal-chef Attila à gauche. Lui, son enfance, il l'a passé en Hongrie. Et à force de voir La Boum et les films de Louis de Funès et de Pierre Richard, il a eu envie de devenir français. Et puis, oui, il y a aussi le sergent Christian, qui est roumain, on vient de le voir. Et tous ces hommes défileront le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et sur France Télévisions, évidemment. Aussi, et quand on rentre à la Légion, on peut aussi changer de nom et d'identité. Bien sûr. Troisième photo, attention, ça pique un peu. Ah non. Ça illustre la polémique qui a saisi le pays à l'occasion de l'annonce des 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons. Alors, Libération nous apprend ce matin que 40% des Français expriment une défiance envers la vaccination.
Le taux de vaccination est d'ailleurs en baisse en France. Alors la conséquence, c'est la résurgence de bactéries et d'infections qu'on croit disparues, mais qui tuent, comme la rougeole, tout simplement. On a tendance à l'oublier. Alors Libération estime qu'il faut arrêter la contagion des anti-vaccins et Libé s'en prend, je cite, à des individualismes qui fissurent la notion de bien collectif, car en ne se vaccinant pas, on se met soi-même en danger. Alors ça, à la limite, ça regarde chacun, mais on met surtout les autres en danger. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. 4e photo, regardez, c'est une famille d'orang-outans de Bornéo. Elle a été puisée dans le monde. Les populations d'orang-outans ont chuté de 25% en 10 ans. En 25 ans, 43% des lions ont disparu. Il en reste 35 000. Des guépards, il n'en reste que 7 000. Des girafes, il y en a moins de 100 000. On en parlait hier avec Olivia. Il y en a plein Internet de ces disparitions d'animaux. Oui. Et effectivement, l'extinction de masse des animaux s'accélère. Il y en a pas mal dans les journaux ce matin. Et le responsable, c'est l'homme, avec son agriculture, son exploitation forestière, son urbanisation, son extraction minière, la surpêche, son égoïsme et le changement climatique. Cette érosion des espèces perturbe aussi les écosystèmes et donc la chaîne alimentaire. Et Le Monde explique que nous disposons d'une petite fenêtre, c'est-à-dire 2-3 décennies maximum pour réagir. Les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis un siècle, soit un rythme sans équivalent depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Alors il y a une espèce qui résiste, c'est un insecte venu d'Asie, le charançon rouge, ce qui nous amène à la photo suivante, ce sera la dernière, c'est celle d'un palmier en petite forme. Il est même carrément mort, ravagé par le charançon rouge qui s'attaque aux arbres emblématiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors celui-ci, c'est un palmier des Canaries déniché en Corse du Sud. Et qu'est-ce qu'on fait contre ce charançon ? On vaccine, tout simplement, les palmiers. Les palmiers. Voilà, on en revient au point de départ. Merci beaucoup, Patrice. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous ici, vous le savez. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Je le disais, le gouvernement a annoncé 4,5 milliards d'économies sur le fonctionnement même des ministères. Et il y a eu ce mot de Gérald Darmanin qui dit « L'État va donc être exemplaire puisqu'il ne l'a pas été dans la gestion précédente ». La deuxième partie de la phrase fait partie de cette petite politique politicienne dont je croyais qu'elle appartenait à l'ancien monde, celui d'avant l'élection présidentielle, d'avant l'élection d'une nouvelle majorité, d'avant le nouveau gouvernement. Donc ça, c'est des petites politiques politiciennes. Ça fait 36 ans que je fais de la politique, ça fait 36 ans que j'entends des mesquineries de cette nature. Ça n'a aucune importance. Est-ce que 4,5 milliards, c'est un effort considérable jamais fait ? Si, il le dit, ça s'est jamais vu. Il faudra qu'un jour, il regarde un tout petit peu la séquence précédente et qu'il lise le rapport de la Cour des comptes qui dit quel a été l'effort en 2016 et quel a été l'effort en 2015. En 2015, l'effort était de 4 milliards. En 2016, l'effort était de 5,8 milliards. Il fait donc comme d'habitude. C'est de la bonne gestion en cours d'année. C'est légitime de faire un paquet d'économies de l'ordre de 4,5 milliards. Par contre, on peut se poser la question de savoir sur quoi on fait des économies. On se pose la question justement, et je vous la pose la question, parce qu'on le sait, a priori, il y a quelques pistes qui ont été données par le ministre des Comptes publics. Il parle de 850 millions en moins, notamment sur la question de la défense. 850 millions sur la défense, on pensait que c'était une priorité, notamment la sécurité, etc., avec des opérations extérieures où les soldats sont sur le terrain. Ça veut dire qu'il y avait des marges dans le ministère de la Défense ? Je pense que c'est une erreur. À ce niveau-là, c'est une erreur. Demander au ministère de la Défense, comme à tous les autres ministères, pour cette année, comme les années précédentes, nous avons pu le faire, un effort de quelques centaines de millions. Nous avions prévu 350 millions d'euros, pour être honnête. Dans les tuyaux, nous avions 350 millions d'euros. 850 millions d'euros, c'est considérable. Et comme en plus, on a compris que le surcoût des opérations extérieures devait être financé par le budget de la Défense, c'est plus d'1 milliard de diminution de crédit de la défense. C'est une erreur. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est une erreur. Je peux vous dire qu'en tant que ministre des Finances, j'étais exigeant vis-à-vis de la défense. Ce n'est pas parce que c'est une priorité qu'on doit dépenser l'argent, entre guillemets, n'importe comment. Mais entre l'exigence et ce qui aujourd'hui apparaît comme une diminution des moyens de la défense, il y a une grande différence. Michel Sapin, ils le savent ça, ils le savent quel est le contexte international. Comment vous l'expliquez ? C'est parce que c'est la défense et que c'est facile, parce que les militaires, ça rechigne pas à la tâche, c'est ça ? Nous verrons. J'ai vu les militaires au cours des 5 dernières années. Ils savent défendre ce qu'ils considèrent comme les intérêts de la France et ils sont dans leur rôle, de même qu'un ministre des Finances, et dans son rôle quand il veut que chaque euro, même à la défense, soit bien utilisé. Pourquoi ?
Parce qu'il faut dégager des marges. Est-ce que c'est pour dégager des marges pour remettre les finances de la France en état? Non, je crois que ces balivernes qui ont été racontées sont maintenant balayées. On nous dit que c'est pour tenir les 3%. Mais heureusement, oui, pour tenir les 3%. Comme nous l'aurions fait, 4 milliards sont nécessaires pour tenir les 3%. L'année dernière, je le répète, nous avons fait le même effort pour tenir nos engagements. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut réfléchir, ce n'est pas tellement 2017 qui est en cause, c'est 2018. Comment dégage-t-on des marges en 2018? Comment le gouvernement dégage des marges en 2018? Pour faire quoi? Pour mettre en œuvre, maintenant les choses sont claires, tant mieux, ce que le Premier ministre a annoncé hier soir, ce matin, c'est-à-dire un programme supplémentaire de baisse d'impôts. 11 milliards. Alors, dans les 11 milliards, il y a les baisses d'impôts que nous avions déjà décidées. Combien? Par exemple, l'IS, je crois que c'est aux alentours de 5 milliards qui avaient été décidés au titre de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Quand j'entends le Premier ministre dire « je vais baisser de 33 et quelques pourcents à 25%, pardon, 33%, ça n'est même plus le taux de cette année. Il a baissé parce que j'ai souhaité que l'on baisse progressivement l'impôt sur les sociétés. Je passe sur d'autres baisses d'impôts sur le revenu, en particulier en faveur des personnes âgées. Donc il y avait 5 milliards de programmés. Ils en rajoutent 6 à 7. Dans ces 6 à 7, que les choses soient simples. Il y a 3 milliards de baisse de taxes d'habitation. Oui. Moi, je dis pourquoi pas. Parce qu'au fond, si on veut aider les Français les plus modestes, l'impôt qu'ils payent aujourd'hui, ce n'est plus l'impôt sur le revenu, c'est la taxe d'habitation. Et je peux comprendre qu'on aille dans ce sens-là dès lors qu'on s'est créé les marges pour le faire. Mais le reste, c'est 3 milliards de baisse dues à la réforme de l'impôt sur la fortune et 1,5 milliard de baisse due à ce que, dans le jargon, on appelle la flat tax, c'est-à-dire le plafonnement de l'imposition des cadeaux revenus pour les du riches, c'est ça que vous capital. voulez dire? Ben, vous avez 3 milliards pour plusieurs dizaines de millions de Français et vous avez 3,5 milliards pour quelques centaines de milliers de Français. Qu'on fasse la comparaison. Emmanuel Macron a de la chance, la croissance revient. C'est ça qui va remettre les finances publiques d'aplomb? C'est l'héritage. La croissance, c'est l'héritage? Oui, 1,6%, c'est ce qu'aujourd'hui le Premier ministre nous annonce, alors que mes prévisions étaient de 1,5%. Et quand j'avais dit 1,5%, je m'étais fait taper sur les doigts en me disant « Oh là là, encore cet optimisme bien connu de Michel Sapin ». C'est vrai que vous avez toujours été optimiste. Oui, mais j'ai eu raison. Et ce 1,6%, il est dû à quoi? À une révision de la croissance au premier trimestre de cette année, janvier, février, mars, qui était là. Bien. Tant mieux. Je vais vous dire tant mieux. Si il y a plus de croissance et il y a plus d'emplois, c'est bon pour la France. Et si ça peut permettre à cette majorité de réussir, tant mieux. Mais l'héritage, il est là et il est positif. Ça vous agace, cette forme d'ingratitude de la part de ce nouveau gouvernement? Non, parce que je sais bien que l'ingratitude fait partie de la politique et qu'on ne demande pas à un successeur de chanter les louanges du prédécesseur. Surtout quand, lorsque, comme ici, il y a eu une forme. Même quand ils ont travaillé ensemble à Bercy? Une forme d'alternance. Même quand ils ont travaillé ensemble à Bercy? Écoutez, moi, j'ai pris la sérénité de ceux qui travaillent dans ce domaine-là depuis longtemps. Et donc, je le regarde avec le sourire, mais je dis aux Français, là où sont les dangers. Les dangers, ce n'est pas les chiffres globaux. C'est pas on va baisser de temps les dépenses ou on va baisser de temps les impôts. C'est quelles dépenses on baisse. Prenons un autre exemple. Vous avez parlé de la défense. Oui. L'autre endroit où ça va faire très mal, c'est au Quai d'Orsay, dans quoi? Les crédits de l'aide au développement. 250 millions de moins pour l'aide au développement. Là où nous avions accordé, justement, 250 millions de plus. Ce que nous avions accordé en plus, ils l'ont retiré. Je trouve que là aussi, c'est une erreur. C'est difficile de faire des économies. À chaque fois, on trouve de bonnes raisons de ne pas le faire. Ce sont des choix politiques, c'est ça que vous voulez nous expliquer. Et ces choix politiques, ils sont légitimes, ils sont faits par cette majorité, mais ils sont critiqués. Aujourd'hui, vous êtes convoqué par la Commission des finances. Vous allez rendre des comptes? Alors, le terme de convoquer, vous l'utilisez. Je suis invité. Je serai convoqué, je serai obligé d'y aller. Je suis invité, je ne suis pas obligé d'y aller. Mais vous allez y aller quand même. Et j'y vais avec plaisir. Bon. J'y vais avec plaisir parce que ce n'est pas pour rendre des comptes, c'est parce que des explications sont nécessaires. D'abord parce que des choses fausses ont été dites, et donc il faut essayer de rétablir la réalité. Et puis dans le contexte d'aujourd'hui, que l'on voit bien, ces hésitations, ces allers-retours, ces décisions qui ont été prises, je pense que c'est pas mal que je puisse donner aussi mon appréciation le plus objectivement possible. Le plus objectivement, moi je ne suis plus un acteur politique. Enfin, j'ai quelques idées politiques. Une question très rapide. Vous avez été celui qui a alerté l'inspection générale des finances sur les dysfonctionnements concernant l'organisation du voyage à Las Vegas. Le Canard enchaîné révèle que Muriel Pénicaud était informée avant février 2016, contrairement à ce qu'elle dit. Et le Canard met en cause le cabinet du ministre. Vous aviez toujours dit que ce n'était pas l'affaire du cabinet du ministre. À l'époque, vous étiez à Bercy. Est-ce que vous êtes trompé, Michel Sapin? J'ai souhaité
en tant que ministre de l'économie et des finances, mais en l'occurrence de l'économie, que l'inspection des finances se saisisse du sujet parce que je voulais que les faits soient établis. Les faits sont établis. Ils sont accablants dans leurs principes. Maintenant, il faut pour Business France pour Business France, enfin, ce n'est pas Business France que l'on juge. Maintenant, la justice est saisie parce que l'inspection des finances a saisi, avec mon accord, la justice. C'est à la justice d'établir quelles sont les responsabilités. Dans le rapport de l'IGF, en aucune manière et d'aucune façon, ni évidemment le ministre, ni son cabinet, celui de M. Macron, n'était mis en cause. Vous restez solidaire malgré tout. Je ne sais pas, malgré tout, moi j'essaye de regarder les faits et, comme vous diriez ici, les vérités. C'est ça. Il peut y en avoir plus de 4, mais en tous les cas, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient établies. Merci beaucoup, Michel Sapin-Stavoula. Oui, bonne journée, bonne journée. à tous les deux. L'été était nu sur la plage et cet amour sauvage profondément marqué. Et dans une toute petite dizaine de minutes, il sera 8h. Avant cela, Laurence Ostolaza nous a rejoint pour nous détendre un peu, tout simplement parce que vous allez nous parler des écrits, d'un livre, d'un ouvrage signé d'un psychiatre hospitalier, Christophe André, qu'on connaît d'ailleurs, et qui est auteur d'un best-seller sur la méditation. Alors, en fait, ce matin, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on abandonne le stress et les angoisses? Je voudrais qu'on aille à la plage avec une idée de livre et qu'on soit serein toute l'année, toute la rentrée et toute la vie. Voilà. Et Christophe André, lui, s'il est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, il est le spécialiste des états d'âme. Et ces états d'âme, on en parle très rarement, on ne sait même pas vraiment ce que c'est, et on sait seulement qu'ils nous polluent la vie, nous polluent l'instant présent et nous empêchent d'être sereins. Et dans son ouvrage Sérénité, justement, Christophe André nous apprend que on a une mauvaise définition du bonheur aujourd'hui. Lui nous dit que le bonheur n'est finalement pas synonyme de vie sans problème, n'est pas synonyme de vie sans contrainte, qu'en fait cela n'existe pas, mais qu'au contraire, le bonheur, c'est la gestion des imprévus, c'est la souplesse dont on va faire preuve. Savoir refaire, la souplesse dont on va faire preuve face aux événements de la vie, s'adapter, danser avec les événements, comme on dit, et il développe beaucoup une notion que j'aime bien, c'est la notion d'acceptation et qui n'est pas facile à intégrer, et il faut revenir sur cette notion d'acceptation parce qu'elle est souvent source de malentendus. Accepter n'a rien de passif, comme on pourrait le croire à tort. Accepter, c'est s'adapter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je n'accepte pas les mauvaises nouvelles de ma vie, je vais perdre beaucoup d'énergie. Je vais ressasser, me dire c'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi? Good morning, world. Good morning, newspaper. Me mettre en colère contre le mauvais temps, me mettre en colère contre la maladie ne m'apportera rien. Ça va me faire du mal. Ce qui me fait du bien, c'est me dire ok, c'est contrariant, parce que accepter, ça ne veut pas dire chouette, je me réjouis. Non, ça veut dire c'est déplaisant, et c'est pas dire chouette, c'est dire ok, c'est comme ça, je vais m'organiser avec ça, je vais faire avec ça. Et c'est une forme à la fois de sagesse et d'énergie face à tout ce qui est contraire dans nos vies. L'acceptation, c'est d'abord comprendre ce qui se passe pour décider quelle action va être utile. Si quelqu'un est agressif avec moi, l'acceptation, c'est plutôt que de me jeter sur lui, de lui crier dessus, de lui taper dessus, de dire « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer? Cette personne est énervée, agressive, voilà, ça c'est la réalité. Que tu l'acceptes ou non, c'est comme ça. Je dois me défendre, je dois remettre la personne à sa place, réfléchir et me dire voilà comment je dois me comporter avec elle désormais. Ça c'est utile, mais ça nécessite que j'ai accepté qu'elle m'ait agressé. C'est à ça que me sert l'acceptation. J'agis calmement et après je ne ressasse pas l'événement. Pas de ressentiment, pas de rancune, pas de sillage comme ça de pensées négatives.
Et il nous conseille autre chose, d'agir sur le... Il parle de ressasser, justement, et il nous dit de travailler sur la rumination. C'est quoi la rumination? C'est que notre esprit, en fait, est piégé. Il tourne en boucle, on réfléchit plus, on ressasse. Et la rumination touche beaucoup de personnes. Elle est toxique et on sait aujourd'hui qu'elle peut entraîner beaucoup d'anxiété et même des dépressions. Et elle est vraiment inutile pour régler les problèmes. Pour s'en libérer, il nous dit, Christophe André, il faut juste se mettre en action, être dans le faire pour avancer et pour arrêter d'être dans la focalisation justement des soucis. Sortir de la focalisation et se mettre en action pour créer et pour avancer. Merci beaucoup. On va rejoindre Olivia qui est en train de tapoter sur son clavier. Olivia qui explore le web pour nous et qui a trouvé un site pour surfer, c'est ça ? Oui, pour surfer si vous voulez. En tout cas, on parle de mer, de bateau, de soleil. Et pourtant, il ne s'agit pas de vacances, il s'agit d'un job de rêve. On en découvre régulièrement sur Internet. Il y avait eu gardien d'une île paradisiaque ou alors nounou pour panda. Et bien là, il y a testeur de croisière. C'est pas mal. Voilà, si vous êtes jeune, que vous cherchez du travail, que vous avez fini vos études, ou si vous cherchez du travail simplement et que vous n'avez pas d'attache, parce que quand même, vous allez voyager toute l'année. Mais il va falloir bosser un tout petit peu quand même. De novembre à février, vous serez en Asie du Sud-Est. D'avril à septembre, en Méditerranée. Alors, il faut quand même savoir prendre des photos, écrire, maîtriser les réseaux sociaux. Évidemment, ne pas avoir le mal de mer. Vous avez jusqu'à fin juillet pour tenter votre chance, si ça vous intéresse. Début du boulot, le 1er novembre. Oh, c'est rigolo, ça. C'est sympa, quand même. Et puis, puisqu'on parle de voyage, je vous signale l'arrivée d'une nouvelle adresse au Mexique, à Tulum. Voilà, une adresse chargée d'histoire, pas la plus glorieuse de l'humanité, je vous l'accorde, mais néanmoins intrigante. Il y a une des anciennes maisons de Pablo Escobar qui a été transformée en hôtel. C'est très joli, c'est un peu cher du coup. Ça vaudrait le coup finalement si les murs pouvaient parler. Oui, décidément, il y en a des choses à voir à Toulouse. Oui. Merci beaucoup, Olivia. À tout à l'heure. Vous savez ce qui vient de se passer? Natacha vient d'arriver sur ce plateau avec un sourire comme ça en me disant, tu sais pas, il n'y a jamais eu autant de chats en France que maintenant. Mais c'est pas un problème aussi? Exactement. Alors, c'est à la fois très bien parce que le chat est vraiment devenu l'animal préféré des Français. 13 millions de chats en France aujourd'hui. Il a très largement détrôné les chiens. Et puis, effectivement, c'est aussi un souci parce que beaucoup de chats ne sont pas stérilisés et les chats se reproduisent avec une facilité déconcertante. Ils ont les oreilles plus petites que les lapins, mais c'est ça, mais par contre, sur la reproduction, ils sont au top. Et alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne beaucoup de petits chatons, surtout en cette période de l'année. Là, il y a un afflux massif de petits chatons qui se retrouvent dans la nature, qui n'ont pas de famille, qui sont donc abandonnés, qui vont dans les refuges ou qui restent errants. Maison, qui ne sont pas vaccinés non plus, qui transmettent des maladies. Qui restent errants dans les villes, qui peuvent effectivement transmettre des maladies. Tout ça, c'est quand même un vrai problème, à la fois pour les chats, mais aussi pour les gens de manière générale. Il y a une solution très efficace, c'est la stérilisation. Mais par rapport à la stérilisation, il y a beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de propriétaires. Et alors, je vais avoir un petit secret, parce que vous-même, vous me l'avez dit en off, beaucoup de propriétaires de chats se disent, bon, on va d'abord faire une première portée, parce que c'est mieux pour elle, et puis après, on la stérilise. Eh bien non, Laurent, vous avez tout faux. Désolée de vous dire ça, mais vous avez tout faux. Il faut stériliser les chats dès l'âge de la puberté. Alors, pour essayer de lever ces idées un peu préconçues sur la stérilisation et pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important de le faire, on a interrogé un spécialiste et une responsable d'un refuge SPA, le refuge de Cabourg, qui, comme tous les refuges de France, SPA ou autres, accueille des chatons par dizaines, voire par centaines. Regardez. La non-stérilisation des chats provoque un afflux important dans nos refuges et on retrouve beaucoup de chatons malheureusement accidentés sur les bordures de route. Ça crée malheureusement aussi le développement des maladies puisque ces chats-là, ils peuvent être porteurs de maladies telles que le sida du chat. Donc si les chats ne sont pas stérilisés, c'est une maladie qui se propage. Et nous avons beaucoup de mal à trouver autant de familles qu'il n'en faut pour accueillir ces petits bébés. Il y a beaucoup d'avantages à la stérilisation. La stérilisation évite la prolifération chez les chats, en particulier au printemps et à l'automne. Un chat peut faire de 3 à 5 chatons par portée et
parfois 2 portées par an. En plus, le chat, une fois stérilisé, a un parcours beaucoup plus restreint autour de sa maison. Et donc, on limite le risque de bagarre et le risque de transmission de maladies. La stérilisation du chat et de la chatte se pratique après ces 6 mois. On attend qu'elle ait atteint sa taille adulte. Chez la chatte, on le sait statistiquement, 80% des tumeurs mammaires sont cancéreuses. Quand on stérilise jeune avant la puberté des chattes, on supprime quasiment à 98% le risque de développement de tumeurs mammaires. Il y a donc un vrai intérêt médical à stériliser. On peut stériliser un animal plus âgé, mais les habitudes qu'il a pu prendre dans sa vie d'adulte peuvent être plus difficiles à faire passer. Les promenades plus loin, les marquages urinaires, mais généralement, il y a quand même un vrai avantage à stériliser. Il y a très peu d'inconvénients. Il y a une seule chose à laquelle il faut veiller, c'est la prise de poids. Effectivement, la stérilisation change le métabolisme de l'animal qui a plus tendance à accumuler les graisses. Mais en le sachant, eh bien, on donne une alimentation pour animal stérilisé plutôt light et on calcule la quantité qu'on lui délivre. Les chats mâles stérilisés ont plus tendance à développer des problèmes urinaires, en particulier la présence de calculs urinaires. Il est donc important de leur donner une alimentation de qualité. Il est important aussi de surveiller leur miction, en particulier s'ils semblent forcés pour faire leurs urines. Chez la chatte et chez le chat, l'intervention chirurgicale se pratique sous anesthésie générale. Bonjour. Donc je vous ramène Blueberry, tout s'est bien passé. Le petit fil sera retiré dans 10 jours. C'est une intervention chirurgicale assez rapide. Chez le chat, il n'y a pas de points et donc pas de fil à retirer. Chez la chatte, par contre, il y a quelques points qui seront à retirer 10 jours après l'intervention. Natacha, quelques chiffres pour nous convaincre effectivement les bienfaits de la stérilisation. Quelques chiffres qui sont assez étonnants quand même. Un couple de chats, au bout de 2 ans, ça donne 32 chatons. 32 chats au total. En 2 ans? En 2 ans. Au bout de 5 ans, 2000 chats. Et au bout, parce que forcément, ils se reproduisent tous. Au bout de 10 ans, c'est 2 millions de chats. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre sur la nécessité de stériliser, parce que des chats sans famille qui sont errants dans les rues, ce sont des chats qui sont malheureux. C'est une forme de maltraitance animale, il faut la combattre. Juste tous petits trucs, elle peut avoir plusieurs paires, la portée? Oui, dans une même portée, ça c'est vraiment une spécificité des chats. Dans une même portée, il peut y avoir des chatons de paires différents. Surprenante, hein? Merci. C'est gentil de caresser le consommateur et le téléspectateur dans le sens du poil, bien sûr. Myriam, effectivement, nous a rejoint pour nous emmener ce matin, nous prendre par la main et nous emmener direction l'autre bout de Paris, l'Institut du monde arabe, parce qu'il y a une exposition qui vaut vraiment le coup, consacrée à l'islam. Voilà, c'est une exposition qui abat certains clichés, qui dénonce, qui ose. Et ça se passe effectivement à l'Institut du monde arabe jusqu'au 30 juillet. L'exposition s'intitule Trésor de l'islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar. Alors, c'est une invitation au voyage. Ah bah oui, Tombouctou, Zanzibar. 13 siècles d'histoire grâce à 300 œuvres d'artistes venus du continent africain, de tout le continent africain. C'est une exposition, plutôt une rétrospective qui nous permet de comprendre l'influence de l'islam sur l'éclectisme, par exemple, des architectures religieuses, sur la spiritualité, mais pas seulement sur l'art ancien ou encore sur l'art contemporain. Alors à l'instant, je parlais justement d'abattre les clichés, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que le continent africain, par exemple, c'est uniquement un continent de tradition orale. Oui, c'est vrai, mais pas seulement, parce que dans l'exposition, on trouve des manuscrits. Oui, il n'y a pas que les bibliothèques du désert comme Chinguetti et autres, c'est ça. Un peu partout. Alors on a tendance à croire aussi que l'Afrique subsaharienne, enfin certains pays de l'Afrique subsaharienne ont été contraints d'adopter la religion musulmane, ce qui est faux parce que pendant des siècles, effectivement, la religion musulmane, pendant des siècles, donc, s'est diffusée d'une manière lente, progressive et dans la tolérance. C'est vraiment ce qu'on apprend dans cette exposition. Et justement, face à cet islam tolérant, on est obligé de parler de l'islam radical. Et justement, grâce à des œuvres contemporaines, on pointe du doigt. On peut pointer de la dent.
quand on l'a un peu dur. Mais on pointe C'est du vrai. doigt, c'est vrai, on dénonce ces mouvements extrémistes et c'est très important. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc je vous propose d'aller à l'Institut du monde arabe et de découvrir cette belle exposition. Cette exposition retrace l'histoire de la diffusion de l'islam en Afrique subsaharienne, du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. Au départ, l'islam s'est diffusé dans le sillage des marchands. On découvre dans l'exposition tous les biens qui étaient échangés, les biens matériels, donc l'ivoire, l'or, les esclaves, qui étaient échangés par exemple contre le sel ou le laiton. À partir du XVIe siècle, on se rend compte qu'un autre mode de diffusion émerge, l'écrit. L'écriture est très importante dans la transmission de l'histoire et l'histoire n'a pas été transmise qu'oralement en Afrique subsaharienne. La deuxième partie de l'exposition est consacrée en fait à la pluralité des pratiques religieuses. On les mesure dans une première salle qui est consacrée à l'architecture et qui montre différentes formes architecturales qui s'éloignent beaucoup des modèles que l'on connaît dans le monde arabo-musulman. L'art contemporain, dans l'exposition, permet de projeter les différents sujets dans l'actualité. Les photographies d'un artiste contemporain, Aboubacar Traoré, montrent des personnages casqués qui symbolisent cette impossibilité à réfléchir dans le processus d'enrôlement au djihad. Dans cette deuxième partie d'exposition, on découvre la Tijaniya, confrérie soufie, grâce à des artistes contemporains et notamment des grandes tentures en coton de l'artiste Rachid Koraïchi qui vraiment nous plonge dans cette spiritualité. Et en face, on a un autre artiste qui s'appelle Babacar Diouf qui lui aussi travaille sur le cygne. On découvre 3 photographies de l'artiste Hassan Hajjaj qui nous montrent des maîtres musiciens gnawa, cette musique qui est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce que l'on montre ici dans cette partie consacrée à l'islam et la magie, c'est que la magie n'est pas propre à l'Afrique subsaharienne, mais qu'on retrouve ces pratiques aussi dans le monde arabo-musulman. Sur des supports matériels déjà existants, on a des extraits du Coran qui sont soit portés par exemple sur des colliers, sur des baudriers ou à l'intérieur de ceintures. Les populations musulmanes d'Afrique subsaharienne s'affranchissent de toute influence avec le monde arabo-musulman et on décèle alors des singularités stylistiques. On voit ici un certain nombre de boubous brodés qui sont en fait des créations d'Afrique de l'Ouest et qu'on ne trouve absolument pas dans le monde arabo-musulman. L'exposition souhaite vraiment remettre en question un certain nombre d'idées reçues, notamment celles qui considèrent que l'islam en Afrique subsaharienne serait un islam spécifique. On montre en effet qu'il y a une pluralité de pratiques religieuses, mais qu'il n'y a qu'un seul islam. Rapidement, Myriam, il y a quelque chose qui vous a particulièrement Oui, parce marqué que dans cette expo. l'exposition s'appelle Trésors de l'islam. Et c'est vrai que des trésors, il y en a dans cette exposition. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est effectivement ces manuscrits de Tombouctou. La ville de Tombouctou a été envahie par les djihadistes en 2012. Et il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à sauvegarder au péril de leur vie certains de ces manuscrits qui possèdent le savoir, parce qu'on y parle mathématiques, philosophie, sciences. Donc Même voilà. géographie et médecine. Géographie, médecine, exactement. Astronomie. Merci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous. Il y a un tas de trucs où on peut pas marcher. Toujours un qui est en train de se plaindre, de toute façon. Il y a un tas de bazar. Il y a toujours un qui n'est pas content. Alors là, oui, C'est il y a souvent du le bazar. même. On ne m'a pas nettoyé, etc. C'est souvent le même, voilà. Oui, c'est souvent le même. Vous avez entendu le réalisateur, il l'a bien repéré celui-là. Alex, bonjour. Bonjour. Ah, le petit jingle, il y avait un petit Gainsbourg aux armes citoyennes. Absolument, nous c'est sommes ça exactement. Nous sommes Bon, à J-2 pourquoi des feux d'artifice, des militaires qui bouchent les Champs-Élysées. Ah oui, merci. Et merci, voilà, c'est Oui, cadeau. bon, voilà. écoutez, Sylvie est en retard grâce aux vous militaires. n'avez qu'à vivre à Vierzon, sur Yèvre, j'en sais rien, moi, vous n'êtes pas obligé. Qu'est-ce
qu'ils ont ce matin. Oui, il faut bien qu'ils répètent avant le défilé auquel on assistera. Mais on aime bien les militaires. Au cours duquel on entendra bien sûr résonner l'hymne national, Exactement. la Marseillaise. La Marseillaise. Donc il est temps d'expliquer d'où vient cette Marseillaise qui, attention roulement de tambour, est en fait... On attend depuis 1789. C'est vrai. Mais bon, voilà, et la bim, et voilà. Et en fait, vous savez, c'est un plagiat. C'est un plagiat et pour la musique et pour les paroles. Je vais avoir tous les militaires qui vont me courir après. Non, mais en fait, il y a plein de versions. C'est-à-dire que, évidemment, il y a 79, il y a eu Gainsbourg avec aux armes, etc. En 1949, si jamais vous trouvez ça sur les internets, il y a une version incroyable de Grappelli et Django Reinhardt qui se retrouvent pour la libération. On peut en revenir à Roger Delisle parce qu'il nous met l'eau à la bouche et nous dit c'est un plagiat. Voilà. Alors lui, il a fait quoi, Pépère, Roger Delisle? Je vais pas vous le dire. Il a quand même signé le truc. Je vais pas vous le dire parce que tout ça est dans un très beau sujet. Je laisse la parole à quelqu'un qui, à nouveau, est très bien coiffé. Regardez. Hop, petite note, viens, hop. Oh, ça me vient. Hein? Non. Ah. En fait, c'est pas si facile que ça de composer un hymne, surtout quand vous avez une perruque qui vous démange le crâne. Oh. Le 25 avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lille, à Strasbourg, en une seule nuit, compose ce morceau. Ça ne s'appelle pas encore la Marseillaise, puisque ça s'appelle pour l'instant Chant de guerre de l'armée du Rhin. Il faudra attendre que les fédérés marseillais rentrent dans la capitale et s'approprient le morceau, et que ça devienne ceci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les jours des gloires est arrivé avec plein de R. Et donc vous vous dites, c'est réglé, Rouget de Lille, la Marseillaise, merci, bonsoir. Vous me faites marrer. Bah oui, parce que, en fait, c'est pas Rouget de Lille qui l'a écrit. Non. Je vais vous donner un indice. Sur la partition, il n'y a pas écrit Rouget de Lille. Il ne l'a pas signé. Pourquoi? Parce qu'il se sentait peut-être un petit peu péteux. Quelques noms flottent dans la galaxie des inspirations, comme Ignace Pleyel, comme les pianos ou la salle Pleyel, c'est le même, comme André Grétry, par exemple, ou Jean-Baptiste Lucien Grison. C'est un garçon qu'on connaît peu. Ben oui, il était organiste à la chapelle de Saint-Omer entre 1777 et 1785, c'est-à-dire avant la Marseillaise. Et par exemple, il a écrit des messes ou des oratorios. Et au hasard, je vous propose d'écouter l'oratorio d'Esther. Ça me fait de la peine, mais je dois se passer la même chose quand même. Levons le voile du doute immédiatement en prenant les paroles de la Marseillaise sur l'oratorio de Grison. Ça donne ceci. Ah ben voilà, c'est réglé, c'est la même chose. Dis donc, Rouget, c'est comme rouge, la couleur de la honte quand t'as tout piqué à quelqu'un? Et là, vous vous dites, mais pourquoi Grison, il dit pas, mais c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi la Marseillaise? Peut-être il le dit pas parce que c'est pas lui qui l'a écrit non plus. Non, quand vous allez bien avant tout ce bazar, vous allez écouter Monsieur Wolfgang Amadeus Mozart avec le concerto pour piano et orchestre numéro 25, qui donne ceci. Allez-y. Alors, l'hymne français a été écrit par un Autrichien. Vous voulez me gâcher mes vacances? Non, mais c'est ça. Bon, d'accord, Rouget de Lille, il n'a pas écrit la musique, d'accord, mais au moins, il a écrit les paroles. Non, les paroles, c'est lui, non? Non. Ah bah non, c'est pas lui non plus, alors. Souvenez-vous, Strasbourg, le début de la chronique. Mais si, Rouget de Lille, il habitait à Strasbourg. Vous avez une toute petite mémoire, en fait. Eh bien, à Strasbourg, à cette époque-là, sur les murs, vous aviez les Amis de la Constitution qui ont placardé une affiche qui commençait avec « Aux armes, citoyens, l'étendard de la guerre à déployer ». Ça me rappelle quelque chose. Attends, bougez pas. En 1656, le poète Boileau, il écrit ceci. « Et leurs corps pourris dans nos plaines n'ont fait qu'engraisser nos sillons ». Oui, 1656, c'est avant Rouget de Lille. Oui. Et pour finir, vous savez comment s'appelle le bataillon de Rouget de Lille? Les enfants de la patrie. Bim 3, 4. On ne copie pas la musique de tous ces petits camarades.
Résultat, c'est vous qui touchez les droits d'auteur. Ah non, c'est personne. Non, mais ce qui est drôle, c'est le marabout de ficelle de j'ai un peu piqué un truc. Oui, c'est ça. Voilà, c'est assez drôle. Ça se fait beaucoup, effectivement, et même encore dans la musique aujourd'hui. On parlait de Gainsbourg, il est allé chercher du Brahms pour une de ses plus célèbres chansons. Exactement. Et il n'est pas le seul, et on l'en remercie car ça donne de bien jolies chansons. Une annonce rapide. Si vous aimez la musique et la rigolade, c'est ce qui est un peu ce qui vient de se passer. C'est votre cas, oui. voilà. N'hésitez pas d'aller à Avignon. Il y a Yvan Le Bolloc qui c'est vraiment le mélange parfait de la musique et de la rigolade puisqu'il est avec son groupe. Et donc il est du 7 au 29 juillet au Théâtre Le Paris. C'est vraiment très très drôle. Voilà, allons-y. Stop. Merci. Alex. Grand retour sur YouTube, celui de Prince depuis quelques jours. Certains de ses clips sont disponibles en ligne de manière officielle. Et pourquoi on en parle beaucoup? Parce que de son vivant, la plateforme, c'était son ennemi juré. Il critiquait Internet de manière très virulente. Il avait même une équipe qui était chargée de détecter la moindre vidéo de sa musique, même des petits extraits de concerts qui avaient été filmés par ses fans. Ils étaient supprimés immédiatement. C'était vraiment son cheval de bataille. Du coup, on est un peu mitigé. C'est une bonne nouvelle pour les fans. Pour ce qui est du respect de ses volontés, c'est une autre histoire. C'est autre chose. Merci. Voilà. Oui, mais quand on dit revue de presse à cette heure-ci, c'est que Patrice Romden revient pour feuilleter les pages culturelles. Et célébrer les artistes. Oui, nos amis dessinateurs. Les dessinateurs du Canard enchaîné. Allons-y avec ce dessin de Lefred Touron. Vous savez qu'il est beaucoup question de la loi travail en ce moment et du compte pénibilité. Vous savez que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est dans le collimateur de la justice parce qu'elle a organisé une soirée il y a quelques mois à Las Vegas, à la gloire d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy. D'où ce dessin, ça ne doit pas être simple de porter une grosse réforme en étant dans le viseur de la justice, lui dit-on. Elle répond, je mets ça sur mon compte pénibilité. C'est un festival de Fred Touron ce matin. Il y en a d'autres, il y en a deux autres. Oui, c'est mercredi. Alors, regardez, il est question aussi du jour de carence, quand on va tomber malade. D'où ce dessin. Je peux vous signer un arrêt maladie, mais il y aura un jour de carence. Mettez que je suis malade depuis hier. Autre dessin, encore le Fred Touron. C'est ni mon cousin, ni mon frangin, ni mon voisin. On bien, mais voilà. Alors, vous savez que Donald déboule à Paris pour assister au défilé du 14 juillet. Et que la dernière fois qu'il a serré la main à Macron, paraît-il, la main de Donald s'en est souvenue. D'où ce dessin, toujours de Lefred. C'est Édouard Philippe qui s'adresse au président de la République et lui dit « Tu vas essayer de battre ton record de serrage de main ?» Oui. Voilà. Ça change des serrages de pompe. 4e dessin, de Bouzard, cette fois-ci. Alors bon, un peu plus dramatique, mais assez bien vu aussi. Ça concerne Mossoul et la destruction de la ville après 9 mois de combat. N'aurait-il pas été plus rapide de reconstruire Mossoul ailleurs? Demande ce soldat à son petit camarade. Alors on parlait musique à l'instant, on va continuer à parler musique avec La Rochelle et les francophonies. Ça commence aujourd'hui et demain. Petit événement parce que Christophe Willem va reprendre, à l'occasion d'un concert unique, des chansons, des morceaux de Michel Berger. Alors au piano, il y aura un connaisseur, Yvan Cassard, voilà, que tu as reconnu, qui travaille avec Mylène Farmer, avec Johnny. Et alors au programme, il y aura Diego, Résiste, Cézanne Pain, Quelques mots d'amour, Si Maman Si. Il paraît que sur Si Maman Si... Diego et Cézanne en concert. Et Si Maman Si aussi. Il y a une personne, il raconte n'importe quoi. Je donne les titres des chansons de Michel Berger. Cézanne, c'est d'actualité parce qu'il y a Expo Cézanne en ce moment, mais c'est un autre sujet. J'en ai déjà parlé. Et surtout, il paraît que sur Si Maman Si, Christophe Willem atteint des Everest de délicatesse. Il n'y en a qu'un Everest. Parce qu'ils ont, un Everest de délicatesse ou des sommets de délicatesse. C'est en tout cas ce que signale le Parisien qui a assisté aux répétitions. Une vingtaine de morceaux ont été ainsi choisis sur 250, signés Michel Berger. Ce sont, je le rappelle, les 33e Francopholies. Et seront présents tous ceux qui ont incarné les succès de l'année. Soprano, Black M, Camille, Julien Doré, Mathieu Chédid, beaucoup d'hommages en ce moment. Et Renaud. Et Renaud sera là également. Alors, on parlait tout à l'heure avec Frédéric Gersal du Michigan et de Détroit en français. Eh bien, il est question de cette ville également dans Le Figaro ce matin, parce que je rappelle que cette ville a été ruinée, qu'en 2013, elle était en faillite, victime de la crise de l'automobile, victime de la crise des subprimes, de tout ce que vous voulez. Et la vie était devenue en jachère. Et quand la vie est en jachère, eh bien, les artistes font souvent ressusciter les lieux. C'est ce qui est en train de se passer à Détroit. Le design aussi.
Le design est Ouais. présent et c'est ce que raconte cette aventure que raconte Le Figaro, cette renaissance. Détroit est devenu l'Eldorado des branches. Pardon, des branches. Voilà. Avec Et des justement, galeries. il fallait qu'on s'arrête, donc ça tombe bien. Il est mort. Avec des galeries qui attirent l'attention du monde entier. Des rues entières sont dédiées au street art. Et alors, l'art plus classique est évidemment présent dans la ville, avec le Detroit Institute of Art, où on trouve des Rembrandt, des Bruegel, des Picasso, et aussi de grandes fresques de Diego Rivera. Vous savez, le mari de Frida Kahlo, qui était venu en 1932, après la crise de 29, Très bel alors que la atelier ville commun était en dans les crise. faubourgs de Mexico. Et la boucle est bouclée, puisque à une époque où la ville était en crise, Diego Rivera a beaucoup peint. Aujourd'hui, ce sont les artistes qui Attention, repeignent.